Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue et dans cette vidéo je veux vous parler de deux histoires. La première est celle qui nous est racontée et la seconde, celle qui coexiste avec la première et qui nous est rarement narrée. Et de ces deux histoires, nous allons voir comment elles peuvent conditionner nos vies, notre façon d'agir, de nous manifester au monde, et comment, si l'on souscrit à l'une ou l'autre de ces deux histoires, nos motivations et nos manifestations au monde sont très différentes. Ces deux histoires sont celles de la compétition et de la collaboration. L'histoire de la compétition, c'est celle qu'on nous raconte, celle qu'on nous enseigne à l'école, celle que l'on vit sociétalement. À l'école, on nous enseigne la loi du plus fort, et on nous éduque à cette loi du plus fort, à la compétition. On nous explique que dans les milieux naturels, c'est la compétition, c'est la loi du plus fort qui prédomine, que c'est toujours le plus fort qui gagne et qui s'en sort. Et ce, à travers des exemples tellement grossiers. Le lion qui chasse la gazelle, ou les deux lions qui se battent entre eux, et c'est le plus fort qui gagne, et qui a comme trophée la femelle, et qui peut fonder une famille. On nous explique ainsi que seuls les plus forts survivent. Même chose pour le monde végétal. Seules les espèces les mieux adaptées, celles qui sont le plus robustes, survivent. Et puis on nous fait vivre ça à l'école. Il y a une forme de compétition. Au début, dans les premières classes, elle n'est pas très marquée. Enfin, il y a quand même un premier de la classe et un dernier de la classe. Il y a des notes. Je vous apprends rien en vous disant tout ça. Et puis, cette vision de la compétition, elle perdure. C'est elle qui domine. La compétition pour gagner notre vie. Être meilleur que les autres pour avoir une meilleure situation, un meilleur salaire. La compétition entre les entreprises. Gagner toujours plus de parts de marché. Essayer d'avoir le monopole. Innover pour être toujours le premier. Les compétitions sportives. Il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et même si nous n'en sommes plus à la lutte pour survivre, c'est-à-dire à prendre tout ce que l'on peut pour éviter que l'autre ne l'ait et que nous soyons dans le manque, cette compétition est toujours là, de façon déguisée. Œuvrer pour avoir toujours plus. Et œuvrer pour avoir toujours plus, c'est le programme du cancer. Un cancer, c'est la multiplication à l'infini des cellules cancéreuses qui viennent à dominer les cellules saines. Voilà, la compétition peut se résumer à ça. Un cancer. Un cancer qui utilise toutes les ressources à disposition pour sa propre survie, pour son propre développement, pour satisfaire à son programme de toujours plus, d'expansion illimitée. En revanche, des cellules saines, pas cancéreuses, se renouvellent tranquillement et elles collaborent, elles coexistent. Et c'est là l'autre vision que je veux vous proposer. Pour prendre conscience que, certes, à l'échelle de l'illusion, il y a de la compétition. Si je reviens sur l'exemple du lion, effectivement, visiblement, il y a la compétition entre deux mâles pour une femelle. Mais les lions, ça ne vit pas seul. Ça vit en tribu. Les lions chassent rarement seuls. Ils collaborent pour chasser, pour survivre. Ils fondent une famille, c'est aussi de la collaboration. Et puis cette vision, elle est très superficielle. Si on s'attache à regarder d'un peu plus près, un lion collabore. Il collabore avec son environnement. Ou son environnement collabore avec lui. Et puis un lion, c'est constitué de membres, de tissus, d'organes. Il faut bien que ces membres, ces tissus, ces organes collaborent entre eux pour que le lion puisse être au monde. Et ces organes, tissus, membres sont eux-mêmes constitués de cellules qui collaborent. Si dans notre corps, il n'y avait que de la compétition, on n'irait pas bien loin. Ce qui nous constitue, les cellules, collaborent. Elles ne sont pas en compétition les unes avec les autres, mais elles collaborent entre elles pour permettre à quelque chose de plus grand d'exister.
Cette notion est hyper importante et je vais revenir dessus, évidemment. D'ailleurs, dans le monde, regardez les grandes choses qui ont été faites. Elles sont toujours issues de collaboration. Parce que sans collaboration, on n'est rien. Ceux qui croient à l'autonomie ont une vision partielle et tronquée des choses, car on n'est jamais autonome. Mettez un individu tout nu, tout seul, au milieu d'un milieu naturel, il ne va pas s'en sortir. Il a besoin de collaboration. Et quand bien même il serait aguerri à de nombreuses techniques, il aurait une grande expérience d'une survie seul, il ne peut survivre que grâce à la collaboration de la nature. Il y a toujours un phénomène de collaboration qui permet la vie. Et puis, cette personne, toute seule dans la nature, qui n'œuvre donc que pour sa propre survie, risque de trouver, à un moment, une certaine forme de limite à ce mode d'existence. Ne serait-ce que parce que nous sommes des individus sociaux, que nous avons besoin de contact avec d'autres individus, de contact relationnel et de contact physique. Car le contact, c'est la vie. Sans contact, il n'y a pas de vie. Sans contact entre les tissus, sans contact entre les cellules, sans contact entre les humains, sans contact entre les différents protagonistes de la nature, du monde, il n'y a pas de vie. Le contact, c'est la vie. La séparation, c'est la mort. Coexistent ainsi deux visions des choses. Une vision très superficielle et très partielle de la réalité, qui ne voit la réalité que comme une compétition, et une vision plus fine, plus juste, plus complète, qui voit que la vie n'est possible que par la collaboration. Une fois cela étant posé, vous allez me dire, certes, et alors? Ben ouais, et alors? Le et alors réside dans deux niveaux. Et ces deux niveaux sont hyper importants dans ce que nous vivons et dans comment nous vivons les choses. Si nous voyons le monde comme un monde de compétition, soumis à la loi du plus fort, alors nous sommes dans un état de guerre, de combat, en permanence, pour survivre. Il nous faut absolument prendre pour notre survie. Si nous voyons le monde comme un monde de collaboration, alors je sais pas vous, mais regardez ce que ça fait à l'intérieur. C'est déjà beaucoup plus agréable à vivre. Collaborer. Nous bénéficierons toujours du soutien des autres, du monde, et nous pourrons toujours assurer, donner du soutien aux autres, au monde. Collaboration, coopération. Et les deux paradigmes qui soutiennent ces deux visions sont très différents. La compétition part de la peur. Oui, la compétition procède de la peur. La peur de manquer, par exemple. Ou la peur de l'autre. Ou la peur de souffrir. C'est toujours ces trois grandes peurs qui ramènent à la peur de la mort, qui sont la racine de toutes les peurs. Oui, dans un monde de compétition, c'est la peur qui nous motive. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais agir à partir de la peur, ça peut être motivant ponctuellement, mais à terme c'est épuisant, et c'est tellement vide de sens. C'est une lutte pour la survie. Et une lutte pour la survie qui est vaine, parce que la vie, c'est la collaboration. Et encore une fois, dans tous les règnes, on parle bien de collaboration. Si vous imaginez que c'est l'arbre le plus fort qui a réussi à devenir le plus grand, c'est que vous oubliez que pour devenir le plus grand, il a collaboré avec des milliards de micro-organismes dans le sol qui lui permettent d'assimiler les matières dont il a besoin pour grandir, pour se développer. Pour se reproduire, il a collaboré avec des espèces animales qui ont transporté les pollens, pollinisé, et qui ont ensuite transporté les graines. Les deux visions, donc, collaboration et compétition, coexistent. Si vous regardez une équipe de foot, vous pourriez dire, ouais, effectivement, il y a une compétition, il y a un vainqueur et un perdant. Mais il y a une collaboration entre 11 joueurs pour que l'équipe gagne. Mais cette équipe, elle est motivée à gagner. Elle collabore au service de la compétition. C'est donc une fausse collaboration. Car la collaboration dont je veux vous parler, c'est celle qui se fait au service de plus grands,
de plus grand que soi. Alors oui, dans l'équipe de football, on est au service de plus grand que soi, on est au service de l'équipe. Les cellules qui collaborent ensemble sont au service de plus grand qu'elles. Elles sont au service de l'organe. L'organe est au service de plus grand que lui. Il est au service du corps, de l'être. Cet être est au service de plus grand que lui, de la vie par exemple. C'est ça le processus naturel. C'est ça cette loi de la nature, immuable. Tous les organismes dans la nature, tout le vivant, collaborent, et il collabore pour servir plus grand que lui. Et là, on ne parle plus d'agir à partir d'une peur, mais on parle bien d'agir pour servir plus grand que soi. À nouveau, on peut en distinguer deux niveaux. On pourrait dire d'un point de vue spirituel, on sert plus grand que soi, c'est-à-dire qu'on se met au service de la vie, de Dieu, peu importe. Mais on peut le voir de façon aussi pragmatique. On peut se mettre au service d'une cause qui est plus grande que notre propre cause. Et lorsque l'on est dans cet état d'esprit, alors on n'agit plus à partir de la peur, mais on agit à partir d'un élan, d'un désir, qui peut être le désir de contribuer à ce plus grand que nous. Parce que l'homme aime avant toute chose contribuer lorsqu'il en a le choix. Et pour ça, il y a des tas d'études qui ont été faites et qui mettent en avant ce phénomène qui nous est intuitif, instinctif. L'homme aime par-dessus contribuer lorsqu'il en a le choix. C'est-à-dire lorsqu'il a la possibilité de choisir la cause à laquelle il souhaite contribuer et comment il souhaite y contribuer. Et c'est là vraiment le point d'orgue de ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Comprendre que nous pouvons agir soit à partir de nos peurs pour servir un but égoïste, c'est-à-dire qui ne nous sert que nous, c'est-à-dire le but de la compétition, avoir toujours plus, comme les cellules cancéreuses, pour notre propre satisfaction, ou alors servir quelque chose qui est plus grand que nous. Et comprenez bien que lorsque l'on agit pour servir sa propre cause, parfois on y appose des prétextes altruistes. Par exemple, je fais ça pour ma famille, je fais ça pour mes enfants. Mais ce n'est pas parce que nous agissons pour notre famille ou pour nos enfants que nous ne sommes pas dans un mode compétitif. Nous sommes en train de vouloir protéger un cercle qui nous est propre. Nous sommes à nouveau au service de notre ego. À l'inverse, si nous contribuons pour une cause qui nous dépasse, nous vivons la confiance, nous vivons le désir, l'élan, et la confiance que notre contribution, d'une façon ou d'une autre, sera bénéfique à la fois pour la cause que nous servons, à la fois pour nous-mêmes et à la fois pour notre famille et nos enfants. Parce que ça nous parle de justesse dans nos actions. Ça nous parle d'être au service de quelque chose qui nous anime profondément. Quelque chose qui nous est peut-être soufflé par l'intuition, par le désir. Et effectivement, lorsque nous nous laissons porter par notre intuition et par notre désir profond, et encore une fois, pas un désir qui est motivé par la peur, un désir qui est motivé par un réel élan enthousiaste, alors les fruits sont multiples, à la fois pour la cause que nous servons, et à la fois pour nous-mêmes et notre entourage, notre famille, pour tous. Et ce qui nous permet de savoir si nous sommes dans un désir authentique, porté par un élan issu de notre intuition, d'un enthousiasme profond, ou si nous agissons à partir d'une considération égotique, il suffit de regarder comment nous vivons les choses. Est-ce que notre désir est motivé par une peur, ou est-ce qu'il est motivé par un élan profond? Est-ce que lorsque, sous prétexte de travailler pour ma famille, je travaille parce que j'ai peur qu'elle manque, ou est-ce que je travaille pour servir une cause qui est plus grande que moi? Et si j'aborde ce sujet dans cette vidéo, c'est parce que je pressens que nous sommes à un moment où il est grand temps de laisser nos peurs de côté, de cesser d'agir pour nous-mêmes, ou pour une tribu, pour un clan réduit, une famille, pour servir des intérêts égoïstes, mesquins,
et de se mettre en mouvement pour servir quelque chose qui nous anime profondément, intimement, et ce, évidemment, dans la collaboration. Parce que c'est par la collaboration que nous pouvons faire de grandes choses. Dans l'histoire de l'humanité, toutes les grandes œuvres ont été accomplies par la collaboration, même s'il y avait une visée de compétition, de domination. Dans un exemple extrême, un pays ne fait pas la guerre avec un seul soldat. Il faut bien qu'il y ait plein de soldats qui collaborent. Et cette vision de collaboration doit s'étendre à toutes les sphères de la société. Les entreprises commerciales, qui se font la compétition pour dominer les marchés, doivent passer à un mode collaboratif. Car quand on sert une cause, on n'a pas besoin de dominer qui que ce soit, on n'a pas de peur de ne pas gagner telle ou telle part de marché. On n'a pas besoin d'innovation technologique à outrance pour rester dominant. En revanche, on peut avoir besoin d'innovation sociale, d'innovation humaine, de façon à servir au mieux les valeurs qui nous animent. Car le fond du fond, c'est ça parle de valeurs. Qu'est-ce qui nous anime? Des valeurs fondées sur la peur ou des valeurs fondées sur l'épanouissement, la volonté de se développer, de prospérité, mais de prospérité pour tous. Est-ce que je peux vraiment être heureux en ayant tout avec tous les autres qui n'ont rien? Je sais pas. Moi, je pressentirais plutôt que je peux être heureux en ayant tout lorsque tout le monde a tout. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je vois quelqu'un dans la difficulté, une personne vulnérable qui a du mal à s'en sortir, ça me touche. Et j'ai envie de contribuer à une cause plus grande que la mienne pour que les personnes vulnérables soient protégées. Parce que je me sens mieux quand je sais ces personnes vulnérables protégées que lorsque je les sais en danger. Et évidemment, les prédateurs globaux ou les simples petits soldats servant naïvement, pour rester poli, une cause dans laquelle ils ne sont que des idiots utiles, agissent à partir de leur peur, évidemment. Et ils ne peuvent pas comprendre le discours que je tiens. Sauf s'ils investiguent les peurs qui sont à l'origine de leur motivation. Et peut-être qu'en investiguant ces peurs, ils se rendront compte que agir à partir de la peur n'est pas pleinement satisfaisant pour eux, mais que plutôt agir avec le désir de servir ces valeurs profondes, de les voir rayonner, avec le désir de collaborer pour ainsi contribuer à une cause qui est plus grande que leur propre cause, et plus satisfaisant, plus motivant. D'ailleurs, pour revenir sur le monde de l'entreprise, c'est tellement flagrant dans notre époque. La perte de sens fait qu'on n'a pas envie d'engager son temps et son énergie pour des causes mesquines, c'est-à-dire des causes de profit, de carrière. On va être animé par quelque chose de plus grand, ne serait-ce que par exemple la volonté de ne pas détruire notre environnement, ou une volonté de progrès social pour tous, ou une volonté de donner un sens à ce que nous faisons au quotidien, à ce dans quoi nous investissons notre temps et notre énergie. Fonder une famille, ça donne un sens à notre vie, parce que ainsi on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous, la perpétuation de l'espèce. Mais il y a d'autres valeurs qui peuvent nous enthousiasmer, qui peuvent être la source de l'élan profond qui nous anime. Et ces sources, je vous invite à réfléchir ou à méditer sur le sujet, sont toujours celles d'une contribution. L'homme aime par-dessus tout contribuer lorsqu'il en a le choix. L'objet de cette vidéo est donc de vous inviter à observer, à réfléchir, à méditer sur qu'est-ce qui motive votre vie, qu'est-ce qui motive le choix de votre travail, qu'est-ce qui motive vos actions, vos paroles. Est-ce que c'est une peur égoïste pour assurer votre survie? Ou est-ce que c'est un élan plus large, un désir de contribuer? Parce que, je le répète, c'est lorsque nous contribuons que nous nous sentons le mieux. Ce n'est pas lorsque nous tirons du profit personnel, c'est lorsque ce profit est partagé. C'est lorsque nous faisons un cadeau que nous sommes heureux. C'est lorsque nous aidons que nous sommes heureux. C'est lorsque nous participons à la réalisation de quelque chose dans le projet
quelque chose de plus grand que nous sommes heureux. Sinon, ce sont que des petits plaisirs passagers, mais en toile de fond, on ne se sent pas nourri. Et évidemment, il y aura toujours de la compétition, mais elle peut être vue de deux façons différentes. La compétition pour dominer l'autre, qui part d'une peur, ou la compétition pour se dépasser soi-même, qui part d'un élan profond, d'un enthousiasme profond. Et là aussi, vous vous doutez bien que la compétition pour dominer l'autre n'est pas très nourrissante, alors que la compétition pour se dépasser, pour voir jusqu'où on est capable d'aller dans un domaine, pour aller chercher des ressources très profondément en nous, et peut-être même des ressources beaucoup plus larges, plus vastes que nous-mêmes. Alors là, c'est très nourrissant. Là, c'est très porteur. Voilà pour ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Vous inviter à méditer sur ces deux sujets. Le premier, est-ce que le monde est réellement un monde de compétition, ou est-ce que la vie, au contraire, c'est la collaboration, l'épanouissement de la vie, sa perpétuation? Et le second sujet, d'où est-ce que j'agis? À partir de quoi j'agis? Est-ce que mes actions sont motivées par une peur, ou est-ce qu'elles le sont par un désir profond, un enthousiasme authentique? Et je vous invite vraiment à essayer d'agir, de parler, que chacune de nos actions, chacun de nos mots soit motivé par un enthousiasme. Vérifiez que ce n'est pas motivé par une peur. Et ainsi, je vous assure, et je vous invite à expérimenter, que ce que vous vivrez, et comment vous le vivrez, sera très différent de nos modes habituels d'action-réaction, basés sur la peur, que ce sera très nourrissant, très enthousiasmant. Vraiment, dans chacune de nos actions, vérifier qu'elle n'est pas supportée par une peur, motivée par une peur. Dans nos conversations, vérifier que nos argumentations ne sont pas motivées par la peur. Et ainsi cultiver, laisser émerger, puis nourrir cet élan profond qui peut nous animer en cessant d'agir à partir de la peur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un sujet connexe, à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!